consultation thérapeutique n'est pas une psychothérapie brève, malgré des objectifs identiques. Il s'agit essentiellement d'agir sur le système familial, conférant au bébé un mandat transgénérationnel qui risque de ne pas lui laisser la liberté d'évoluer. Il me semble que la psychopathologie du bébé a été très approfondie par les recherches des psychanalystes adultes. Peut-être Bowlby, qui était psychanalyste d'adultes et d'enfants, a bien compris cela lorsqu'il disait que, au fond, la psychanalyse s'établit sur l'idée qu'il y a des troubles du développement et des dépressions chez la mère. Il l'a dit dans son dernier article avant sa mort. Et je crois aussi qu'on a beaucoup insisté récemment sur la possibilité d'agir sur les bébés suffisamment tôt, à titre préventif et à titre de prédiction aussi. Donc il faut agir sur les bébés. Comment agir sur eux? Par des psychothérapies brèves, sans aucun doute. Ces psychothérapies brèves ont été illustrées par différents collègues à moi, comme Kramer par exemple en Suisse. Moi personnellement, je suis plus pour les consultations thérapeutiques, c'est-à-dire des consultations qui ne sont pas mesurées dans le temps. Dont le nombre n'est pas mesuré, mais qui sont généralement très longues et qui sont presque uniques, peu multipliées. Parce que dans ces moments-là se développe une espèce d'intensité effective et de compréhension très riche. On va voir que j'utilise beaucoup la notion d'empathie, c'est-à-dire ce que je ressens du côté de la mère, du côté du bébé. On est à 3 ou à 4. Et cette situation-là est une situation très complexe. Bien sûr, il faut s'identifier à la mère, au père, au bébé. Il faut comprendre ce qui se passe chez eux et le comprendre avec son cœur et avec son corps. Donc l'empathie est métaphorisante. Elle est aussi enactante, c'est-à-dire qu'avec son corps, on n'agit pas, mais on ressent des choses qu'on a envie d'exprimer par sa parole. Et là, donc, la consultation thérapeutique mérite le nom de moment sacré que lui a accordé Winnicott. C'est Winnicott qui a premier parlé de consultation thérapeutique dans un de ses livres. Et on sait bien que pour l'avoir vu faire, il se mettait dans toutes les positions possibles pour faire ses consultations thérapeutiques, qu'il essayait de s'identifier aux enfants. Aussi. Cette identification aux enfants est un des aspects les plus fondamentaux de consultation thérapeutique parce qu'on peut agir sur le bébé qui agit même sur les parents. Certains auteurs pensent qu'on ne peut au contraire agir que sur les parents qui agissent sur le bébé. Moi, je crois qu'on peut agir sur parents et bébés. Je vais essayer de le montrer. L'observation que je veux vous présenter me paraît tout à fait exemplaire des problèmes posés par la psychopathologie du bébé, tant sur le plan de l'étude des interactions que de la prédiction de ce qui se passe à partir de la transmission intergénérationnelle. Alors c'est donc un enfant qui devrait m'être amené à 20 jours parce qu'il a des troubles graves du sommeil. Enfin, il ne s'endort pas du tout, mais il ne m'est pas amené parce que les parents pensent qu'à 20 jours, je n'ai rien à faire avec un bébé. Et je vais rapidement apprendre que ce bébé est un enfant apparemment de remplacement, c'est-à-dire qu'il succède à un bébé précédent qui a eu un accident grave et qui est resté tout à fait une épave, à la suite de cela un légume comme on dit. Et c'est ce problème-là qui est agité d'abord. Alors, je crois qu'il faut parler un petit peu de ce que c'est un enfant de remplacement. Un enfant de remplacement, ça succède à un enfant, dit-on, mort. La cause la plus fréquente, c'est la mort néonatale ou périnatale d'un enfant qui provoque chez les parents une dépression grave et à qui succède un enfant, dit l'enfant de remplacement. Je crois que les études actuelles montrent que ce n'est pas du tout vrai. L'enfant lui-même n'est pas un enfant de remplacement, c'est un enfant qui n'est pas distingué du mort. Et le problème est celui de la distinction possible entre l'enfant qui est disparu et l'enfant nouveau. Et vous voyez ici ce qui se passe, puisqu'ils disent qu'ils n'ont rien à faire avec un enfant nouveau, ils ne savent pas. Ils ont fait un enfant nouveau, ils ne savent pas très bien pourquoi ils l'ont fait. C'est parce qu'on fuyait un petit peu, on se protège un petit peu dès qu'il y a quelque chose de bien qui nous rappelle. On évite d'y penser, vous voyez, dès que... Et la grossesse, on avait peur que ça nous rappelle. Thibault. Ouais. On a pratiqué la politique de l'autruche, quoi. Pendant jusqu'à 15 jours de l'accouchement. Bon, même avant, puisque quand je suis rentrée dans la maternité, on s'est demandé ce qu'on faisait là tous les deux. Et je reviendrai là-dessus, bien entendu, parce que déjà apparaissent des éléments très importants dans la déclaration du père et de la mère. Et ce qui me paraît aussi important sont les conditions de leur ménage, de leur mariage. Vous avez entendu en effet que ces parents-là se sont mariés dans des conditions assez particulières puisqu'ils ont fait un mariage croisé, en quelque sorte.
C'est-à-dire qu'ils étaient abandonnés par leurs conjoints qui sortaient ensemble, qui avaient une liaison, et ils se sont reconnus, eux, entendus entre eux pour aller au cinéma. On s'envoyait comme ça, il venait souvent à la maison, je plaignais sa femme, plus que lui. Et puis, je vais sympathiser plus avec sa femme qu'avec Christian. Puis voilà, petit à petit, on sortait au cinéma ensemble, parce que mon ex-mari sortait avec Karine, sa femme. Voilà. Ils sont ensemble maintenant? Non. Oh, non. Et puis, bon ben, on a sympathisé, et puis voilà, quoi. Et si on fait un premier enfant, ça a été comme ça, si j'ose dire. Donc je vais déjà apprendre déjà des choses importantes au cours de cette première consultation, et je vais apprendre aussi, me semble-t-il, quelque chose qui touche à leur transmission intergénérationnelle. En effet, la mère me dit, comme vous le rappelez, que le père pour elle n'a pas existé. Enfin, apparemment, en tout cas. Puisque c'était un escroc qui a divorcé avec la mère, qu'il a été arrêté, nous reviendrons certainement plus tard sur les conditions de cette vie, et qu'elle ne le connaissait pas bien. Non, un peu partout. Bon là, c'est long tout ça. J'ai déménagé énormément. Pourquoi? Parce que bon, bah, mes parents se cachaient. De quoi? Ben... Des huissiers. Qu'est-ce que faisait votre père? Un peu de tout. Oui. Un peu tout. Et alors? Ben, il a été dans le commerce, il a été livreur, il a fait de tout, mon père. Des mauvaises affaires en général? Oui. Quoi, il était joueur, il était buveur? Oui. Courait, comme on dit? Oui. Ben, vous voyez, vous avez avez trouvé. Coureur. Voilà. Ah, mais je trouve beaucoup de choses, Oui. vous savez bien. Voilà, c'était ça. Donc vous avez eu une enfance difficile? Oui, oui, oui. Quant au père, il dit lui aussi qu'il n'a pas eu de père, mais tout à fait différemment, puisque le père était un ouvrier très courageux, qui avait monté une petite entreprise, mais il ne pouvait pas s'occuper de ses fils. Alors c'est ce garçon-là, ce père-là, qui s'est occupé de ses frères et qui signait les notes pour lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de père des deux côtés. Ben, au niveau de l'éducation, quoi. Donc j'ai assuré ma scolarité tout seul, mal d'ailleurs, puisque on m'a remercié après la seconde. Et je me suis rendu compte qu'ils étaient totalement absents. Et puis je faisais par exemple, c'est moi qui signais les carnets de notes des autres, des 5 enfants. Il y a 14-15 ans, je signais les carnets de notes des autres. C'est l'aîné? Non, le deuxième. Les autres sont devenus quoi? Ben, les autres sont restés autour de la maison, quoi. Et donc, vu que papa était en déplacement tout le temps, il rentrait 2 jours par mois, une fois par mois, quoi, le week-end. Donc c'est moi qui assurais un peu le rôle L'éducation. Voilà. Et alors là, vous étiez un père, un vrai père. voilà. Et alors, le garçon qui est né le premier de ce mariage devait revaloriser la lignée paternelle, d'autant plus que le mari n'a pas été un mari digne pour la mère. C'est pas un homme très viril à ses yeux. Donc, il fallait que ce garçon qui est né, qui a eu cet accident, rattrape la notion de viril. Ce qu'il n'a pas fait puisqu'il est maintenant un légume. Alors le suivant qui est né dans les conditions que vous savez, aurait dû être un garçon normalement. Mais l'un et l'autre ne voulaient pas d'un garçon. Pourtant, ils avaient gardé les vêtements du précédent, couleur bleue, enfin, le lit et tout ça était bleu pour que ce soit un garçon. Mais le père dit qu'il a assisté à l'accouchement de la mère, il se fait par péridurale, qu'il a été très heureux de voir qu'il n'y avait pas de pénis et que c'était une fille. Et la mère aussi s'est réjouie de ce que c'était une fille. Donc il y a là tout un aspect des choses qui n'a pas été dit entre les parents, mais qui a été fait, sans être dit. Je n'ai jamais pu allaiter un enfant. Non, ça, Pour moi, c'est une horreur. jamais pu. Ah non, il est 3, parce que j'ai 3 enfants. C'est quelque chose que je repousse. Et j'ai essayé de voir pourquoi. Bon, moi, je pense que ça vient de maman, parce que je me souviens que quand j'étais plus petite, elle décrivait ça comme... Bon, comme beaucoup de femmes parlent de leur grossesse, leur accouchement, enfin, les enfants ont toute une histoire. Guerre, la résidentielle combattante. Voilà, tout à fait. Et là, je me souviens qu'elle disait, j'avais un abcès, j'avais mal, et il me semble qu'elle parlait de sang en même temps que le lait. Vous voyez, le sang qu'elle tirait. Alors moi, j'ai l'impression vraiment que mon enfant va tout me prendre, va me prendre... Ça me fait mal, c'est horrible. C'est horrible. J'ai la douleur en parlant. Dégoût et douleur. Ah oui, oui, oui. Et votre maman, pourquoi elle vous raconte? Excusez-moi. Mais maman, pourquoi? Parce que tout ce qui est douloureux, c'est à raconter. Tout ce qui c'est l'exploit. Tout ce qui est noir, elle le raconte. Et tout ce qui est beau, elle le raconte. Votre maman? Comment? D'où elle sort? D'où elle sort, c'est-à-dire? Elle est de Paris, Elle est de l'Est, de la région de l'Est.
Mais bon, ben, elle se plaît dans la douleur. Le troisième point sur lequel je voudrais insister, c'est la consonance un peu kleinienne de ce que dit la mère. Car elle dit, n'est-ce pas, quand j'ai des soucis, mes seins se gonflent, je ne peux pas penser à ma fille, je ne peux pas la tenir, il faut que j'ai moins de soucis pour que je puisse la prendre dans mes bras. Comme s'il avait été une mauvaise poitrine quand elle a les seins gonflés d'anxiété, comme elle dit, gonflés d'anxiété, est-ce qu'elle appelle gonflés d'anxiété? Quand ça se dégonfle, elle est mieux et elle pourrait prendre la fille sur elle. J'arrive à faire le vide en moi quand je la prends. C'est-à-dire à me débarrasser de tous mes tracas pour qu'elle puisse se décontracter et puis elle se love contre moi plus facilement. Question. Reste en ce moment à faire le vide, alors bon, bah, un enfant ressent tout ça. Hein. Donc je pense les parents le ressentent, en tout cas, sûrement, et l'enfant aussi. Voilà. Et les parents d'abord, alors vous dites je fais le vide, comment vous faites? Bah, j'arrive à être sereine. À faire le vide. C'est vider son corps, vous savez, sa tête. Sa tête, le corps, non. Ma tête surtout. Vous croyez que c'est pas le corps? Parce que vous avez fait un geste là très... Oui, parce que c'est là, les angoisses sont là. Et en même temps, c'est là qu'elle se love. Oui, oui, oui. À l'endroit de votre angoisse. Voilà. Donc elle prend la place de l'angoisse que vous voulez Voilà. éliminer pour devenir une bonne chose, à la place de la mauvaise chose qu'elle est. Voilà, voilà. Qui m'habite sans arrêt. Sauf quand vous la videz l'angoisse pour avoir le bon bébé sur la poitrine. Le bon bébé, le bébé tout simplement. Un bébé qui ne peut être qu'espoir. Oui. Non? Non, non. Non, pourquoi espoir? Parce que je comprends ce que vous voulez dire, mais non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que l'espoir, bon ben, l'espoir c'est Thibaut. Et Edith. C'est comme Sophie. Ce sont des enfants qui sont bien, qui n'auront pas toujours besoin de nous. Donc l'espoir c'est Thibaut. C'est notre, je sais pas comment dire, c'est notre